Ma fille de 10 ans a un programme qu'elle adore à la télé. Tous les étés, ce qu'elle a envie de regarder, c'est Fort Boyard. Dans ce jeu, il y a des candidats qui doivent remporter un certain nombre d'épreuves et tout ça se passe dans un fort magnifique qui est au large de l'Atlantique. Pour y arriver, il y a un peu une sorte de recette. D'abord, il faut que leur équipe elle soit hyper soudée, il faut qu'ils soient très déterminés, il faut qu'ils soient dans le bon tempo, il faut aller vite, et puis il faut avoir un peu de chance, et à la fin, ils finissent toujours par gagner. En fait, je me dis que c'est à peu près la même chose avec la transition climatique. Il faut que tout le monde se serre les coudes, qu'on soit prêt à avoir un peu peur, à ne pas lâcher l'affaire, à aller vite, ça c'est important, et puis à avoir un peu le vent dans le dos, parce que sinon ça ne marchera pas. Enfin, il y a quand même une grosse différence entre la transition climatique et Fort Boyard. C'est que dans le jeu télévisé, les candidats, ils finissent toujours par gagner. Nous, on n'est pas vraiment sûr que c'est ce qui va nous arriver. Après avoir enregistré plus de 100 épisodes de Chaleur humaine, je sais en théorie ce qu'on devrait faire pour arriver à faire la transition climatique, sur le transport, sur le logement, sur l'agriculture. Et pourtant, dans les mails que je reçois des auditrices et des auditeurs de Chaleur humaine, il y a une question qui revient toujours. Si la science est super claire, si maintenant en fait beaucoup de gens sont d'accord sur la trajectoire qu'on devrait suivre, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi en fait ça ne se traduit pas par plus de mesures concrètes? Ça m'a fait penser à ce que disait l'ancienne ministre du Logement Cécile Duflot en 2018, au moment où il y avait des grandes mobilisations pour le climat, les grandes marches pour le climat. Vous savez, moi, je suis une écologiste de très longue date et plus il y a de gens qui deviennent écologistes, d'où qu'ils viennent, plus je me réjouis. C'est-à-dire, plus les gens commencent à comprendre que cette réalité-là, il ne s'agit pas de faire plaisir à tel ou tel, il s'agit juste de regarder la réalité en face. Et parfois, j'ai eu des moments d'agacement en disant, en fait, quand vous dites, oui, mais vous, les écologistes, je disais souvent, en fait, je pense qu'il suffit de lire et d'avoir un cerveau pour être convaincu. Voilà, moi aussi, j'ai longtemps pensé ça. Mais je dois bien reconnaître que là, on n'est pas dans cette situation. On est dans une situation où on a l'impression que le temps va un peu à l'envers, qu'on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, alors que justement, du temps, on n'en a pas. Pourquoi on n'arrive pas à avoir plus de mesures concrètes pour la transition climatique? Est-ce que c'est la faute des politiques, des scientifiques, des médias, des écologistes eux-mêmes? Pourquoi on n'arrive pas à faire en sorte de gagner le climat en politique? Voilà, c'est de ça dont on va discuter dans cet épisode de Chaleur humaine, disponible en audio sur toutes les plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube et Dailymotion. Cécile Duflot est directrice générale d'Oxfam France, ancienne ministre de l'égalité des territoires et du logement, ancienne dirigeante du parti Europe Écologie Les Verts, et elle publie aux éditions Les Petits Matins un ouvrage qui s'appelle Gagnons, et c'est elle qui va répondre aux questions de Chaleur humaine aujourd'hui. Bonjour Cécile Duflot. On a entendu un extrait qui date de 2018 dans lequel vous dites, en gros, pour que ça avance, il suffit de regarder, d'avoir un cerveau, de lire, de regarder ce que disent les scientifiques. Est-ce que vous êtes encore d'accord avec vous-même sur ce que vous disiez à l'époque? Il suffit de regarder et puis les gens vont comprendre. Je suis d'accord avec 50%, pas d'accord avec 50%. Je suis d'accord avec le fait que si on est sérieux, qu'on lit et qu'on regarde ce que disent les scientifiques, on est obligé d'être convaincu par la crise climatique. En tout cas, le 50% avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est que ça suffit pour que les gens se mettent en mouvement. Ça ne suffit pas. Et donc, ces 7 dernières années, c'est une grande réflexion de ma part de savoir comment on fait pour mettre la société en mouvement. Et pour ça, il faut regarder ce qui n'a pas marché. Ça, c'est toujours bien quand on veut essayer de faire quelque chose. Et puis, de se dire qu'il faut réussir à passer par le stade politique public. Oui, alors on va y venir, mais peut-être d'abord, si on peut déplier ce qui n'a pas marché sur ces dernières années, moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de bizarrerie, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont sensibilisés à la question climatique. On voit dans les études d'opinion que beaucoup de gens en fait ont compris que le changement climatique c'était un gros problème, ils sont d'accord pour qu'il se passe quelque chose, et pour autant, c'est comme s'il n'y avait pas forcément une traduction politique de cette volonté-là. C'est quoi qui bloque en fait? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, dans l'histoire, l'écologie a eu un moment de responsabilité individuelle. En gros, de dire c'est la faute de l'être humain. Ce qui n'est pas faux. C'est parce que les activités humaines ont contribué à alimenter l'atmosphère en CO2 qu'on est dans la situation dans laquelle on se trouve. Mais la réversion de ce système, c'est de dire du coup, il faut que les humains se réparent, et individuellement, avec un double truc très pervers. Une partie des producteurs d'énergie fossile qui ont inventé notamment l'empreinte carbone en disant c'est la responsabilité de chacun doit se débrouiller. Et puis les écologistes qui ont aussi dit en gros, un vieux substrat, l'homme doit expier ses erreurs. Donc si on fait le combo des deux, d'abord c'est faux techniquement parce qu'il y a tout un tas de pratiques qu'on ne peut pas changer sans que les politiques publiques ne changent pas. Carbone 4 l'a documenté. Les 3/4 de l'effort qu'on doit faire, c'est un effort de politique publique. Et ensuite, c'est une mauvaise compréhension de l'être humain. L'être humain, c'est un être qui n'aime pas tellement le changement,
qui, face à la difficulté, adoptent d'abord comme réflexe le déni, et ensuite qui bougent plus facilement sous la contrainte. Enfin, il y a quand même un point, c'est que j'y pense parce que vous mentionnez Carbone 4. Donc, le patron de Carbone 4, c'est Jean-Marc Jancovici, ingénieur qu'on a reçu ici dans Chaleur Humaine. Sa BD, Le Monde sans fin, elle a été vendue à plus d'1 million d'exemplaires en France. C'est un énorme succès de librairie. Et moi, j'y vois une forme de bizarrerie, c'est-à-dire il y a 1 million de gens qui ont lu cette BD, probablement plus, et pour autant, ces gens-là, ils se définissent pas nécessairement comme écologistes ou ils se mobilisent pas nécessairement pour le climat. C'est ce que j'appelle le syndrome de la dosette de lait concentré. C'est-à-dire, si vous aimez le café au lait, il y a un truc hyper pratique, c'est des petites dosettes en plastique avec juste la bonne dose de lait. Donc si vous allez au bureau, tout ça, vous pouvez emmener cette dosette de lait concentré. C'est beaucoup plus casse-pied de prendre une bouteille de lait ou même de préparer soi-même ces dosettes. Donc si les dosettes existent, on les achète. Si il y a plus de transport en commun et qu'on peut prendre sa voiture et qu'on va être à l'abri et qu'en plus c'est moins cher pour pouvoir partir en vacances avec ses enfants, on va prendre sa voiture. C'est pour ça que je parlais de déni et de contrainte. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre que l'être humain, en fait, il a besoin de ces contraintes. D'ailleurs, maintenant, il y a une étude scientifique qui a été faite aux États-Unis qui regarde quelles sont les politiques les plus efficaces pour changer, pour engager la transition écologique. Il y a 3 grosses méthodes. L'incitatif, on vous donne des sous si vous faites des trucs bien. Le punitif, si vous avez des mauvais comportements ou si vous achetez des grosses voitures, vous avez un malus. Et la troisième méthode, c'est le normatif. C'est-à-dire c'est possible ou pas possible. Et en vrai, le plus efficace, on a tendance à penser que c'est l'incitatif, pas du tout. Le plus efficace, c'est le normatif. C'est typiquement ce qui s'est passé avec les pistes cyclables, par exemple. En fait, si vous avez moins de place pour les voitures, plus de place pour les vélos, plus des vélos en libre service, c'est plus facile de faire du vélo. Pourquoi on a du mal avec l'absence de contraintes ? Je ne sais pas, mais on est un peu comme ça. Alors, il y a des neurobiologistes qui ont expliqué que c'était à cause du striatum, de notre mode de fonctionnement qui émet le toujours plus. Ce qui est sûr, c'est qu'à la différence des cachalots, les cachalots, ils sont aussi intelligents que nous, aussi sociables que nous. Ils sont tristes quand ils perdent leurs petits, etc. La vie d'un cachalot, c'est plonger dans les profondeurs, manger des trucs, et ensuite, chill. Il joue. Il n'y a aucun cachalot qui s'est dit, tiens, on va essayer de mettre des petites barrières à l'intérieur de l'océan pour savoir si c'est chez moi ou pas chez toi. Qui se sont dit, tiens, est-ce qu'on pourrait porter des habits de cachalot ? Est-ce qu'on pourrait essayer de conquérir la Terre ? Tranquillou. Parce que c'est vrai, nous, on est fait pour vivre dans l'eau, mais si on allait sur la Terre. Et les humains, ils sont pas comme ça. Les humains, c'est un drôle d'animal. Au lieu de se dire, tiens, j'ai trouvé 2 cailloux, je casse des noisettes et je mange les noisettes, il s'est dit, attends. On va trouver une machine qui ramasse les noisettes, qui ensuite transporte les noisettes dans des grands camions, dans une usine, qui va ensuite décortiquer les noisettes, les mettre dans des petits sachets en plastique, les petits sachets en plastique dans des gros cartons, les gros cartons sur des camions, et ensuite on va retrouver ces petits sachets de noisettes en plastique chez soi, alors que peut-être il y a des noisettes juste à côté et 2 cailloux pour les casser. C'est comme ça les humains. Oui, enfin, je voudrais revenir quand même sur cette histoire d'incitation, de contraintes et de normatifs, parce qu'on a quand même l'impression qu'on est dans une période, enfin moi j'ai l'impression qu'on est dans une période où il y a plein de gens qui estiment que quelles que soient les politiques publiques climatiques ou pour la biodiversité qu'on met en œuvre, elles représentent des contraintes beaucoup trop fortes et qu'en fait, ça leur tombe dessus et qu'en fait, c'est pas leur choix. Et c'est là qu'on voit apparaître des mots comme écologie punitive, etc. Et des gens qui se disent, mais en fait, tout ça se joue contre moi. Et donc, il y a vraiment des gens chez qui aujourd'hui, toutes ces idées-là, qu'il s'agisse d'une nouvelle norme, de la construction d'une piste cyclable, du fait de réglementer le poids des véhicules ou n'importe quoi d'autre, ça leur semble être une horreur qui leur est imposée d'en haut. Et donc, comment on en est arrivé là au fait qu'il y a des gens pour qui ces idées-là qui sont in fine normalement bénéfiques pour le plus grand nombre, soient des objets de rejet et de colère. Je vais vous donner le meilleur exemple de la contrainte folle avec les humains. La ceinture de sécurité. Quand Volvo, un ingénieur, invente la ceinture sécurité 3 points, avant il n'y avait que des harnais compliqués, là c'est un geste, on boucle la ceinture de sécurité et on fait diminuer énormément la mortalité. Tellement ils trouvent ça intéressant qu'ils ne déposent pas de brevet, ils disent aux autres constructeurs, allez-y. Est-ce que les autres constructeurs l'adaptent ? Non. Ils vendent ça en option. Les gens ne prennent pas l'option. Moi, quand j'étais petite fille, la ceinture de sécurité à l'arrière, elle était en option. Donc, il fallait payer pour avoir une ceinture de sécurité à l'arrière. Finalement, on rend ça obligatoire. Tous les véhicules vont devoir avoir une ceinture de sécurité. Est-ce que les gens la bouclent ? Pas du tout. Il y a même les chauffeurs de taxi qui obtiennent la dérogation de ne pas avoir à boucler cette ceinture de sécurité. Qui sauve la vie de qui ? Pas des passants, pas de quelqu'un d'autre, de la personne qui la porte. Un truc qui te sauve la vie. Pour que les gens se mettent à porter ce truc qui va sauver leur propre vie, il a fallu rendre ça obligatoire de l'installer, obligatoire de la boucler, et si vous ne le faites pas, vous avez des points en moins sur votre permis et on vous prend de l'argent.
Donc, pour vous protéger vous-même, vous avez besoin d'y être obligé. Une fois que j'ai compris cette logique-là, je me suis dit, en fait, on fonctionne comme ça, les humains. On a besoin de ça. Donc, quand on refuse ça, et notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la dosette de lait, il ne faut pas que ça existe. Parce que là, il y a une autre qualité de l'être humain qui se déploie, c'est l'adaptation sous contrainte. Enfin, il y a quand même une grosse différence. Moi aussi, j'aime bien cet exemple de la ceinture de sécurité ou de l'interdiction de fumer dans les bars et tout. Mais je trouve que ça a quand même une limite parce que dans la transition écologique, on demande de changer beaucoup de choses, pas juste un seul truc. Et donc, en fait, c'est l'ensemble de notre mode de vie qui repose sur les énergies fossiles, sur une agriculture intensive. En fait, euh, est-ce que ce que ça veut dire, c'est, en fait, il faut des contraintes qui soient hyper fortes et qui s'appliquent à tout le monde tout de suite. Enfin, je veux dire, moi j'ai l'impression que ça, plein de gens n'y sont pas du tout prêts. Et si on leur dit, on change toutes les règles et à partir de demain, vous verrez, ça ira mieux, croyez-nous, ça, est-ce que ça va pas alimenter encore plus la vision des décisions qui viennent d'en haut et qui s'imposent aux gens? C'est là que ma réflexion a évolué. C'est que si on fait ça, même au nom de l'intérêt supérieur de l'espèce humaine et des générations futures, ça ne marchera pas. Si on n'intègre pas et si on ne fait pas le lien total, permanent avec la justice sociale, on ne s'en sortira pas. Et c'est là aussi qu'il y a une erreur historique des écologistes, d'ailleurs qui faisait qu'il y avait une grosse opposition, par exemple, entre les syndicats et les écologistes. Les écologistes disaient qu'il faut sauver la planète, il faut sauver la biodiversité. En fait, la planète, elle s'en contre-tape. Elle a vécu sans les dinosaures, avec les dinosaures, elle peut vivre sans les humains. Déjà, il y a peut-être une erreur dans la définition du combat écologiste, de ne pas mettre immédiatement l'humain dans cette histoire, et ensuite de ne pas intégrer cette question de justice sociale. La bagarre avec les syndicats, c'était de dire « Ok, il faut fermer les usines polluantes, mais qu'est-ce qu'on fait des emplois ?» Et donc, je pense qu'il faut faire cette alliance et réfléchir simultanément. Pourquoi les gens utilisent leur voiture? Parce qu'ils sont habités loin de leur travail, parce que le logement coûte très cher et qu'ils sont obligés d'utiliser leur voiture. Donc si tu dis on va augmenter le prix de l'essence de façon hyper élevée, comme ça les gens vont moins utiliser leur voiture, j'ai entendu plein d'écolos, et on se retrouve face à un mur. Ah oui, ça, c'est ce qui s'est passé. Moi, je me souviens très bien en 2018, au moment de l'augmentation de la taxe carbone, qui a suscité en partie le mouvement des Gilets jaunes. Beaucoup de gens dans le milieu écologiste, je ne parle pas que du parti écologiste, mais aussi des économistes, des scientifiques, des gens du mouvement climat, ils disaient, oui, de toute façon, il faut augmenter le prix de l'essence. Donc, oui, ça sera peut-être un peu dur pour quelques-uns, mais voilà, c'est un mauvais moment à passer. C'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, on produit du rejet. C'est ce que je disais sur le déni, c'est-à-dire, en fait, du coup, qu'est-ce qui va devenir plus compliqué? Le fait d'aller travailler demain ou ce qui va arriver au climat dans les 15, 20, 30 prochaines années? Demain. Et donc, du coup, pouf, le reste disparaît. Donc, et là, ce qui est intéressant, c'est pourquoi je dis que la réponse est dans les politiques publiques, parce qu'en fait, on peut très bien travailler, par exemple, sur la question du logement et de la voiture, parce qu'en vrai, c'est plus une crise du logement qu'une crise de la voiture. Pourquoi les gens ont besoin de leur voiture? Parce qu'ils ont été éjectés, tout un tas de gens, des centres-villes et de la proximité de leur lieu de travail, parce que ça coûtait trop cher. Donc, vraiment, faire pénétrer la question sociale dans la question environnementale, c'est vraiment la clé. Il y a quelque chose quand même que j'entends là, c'est-à-dire c'est la question sociale, mais c'est aussi le modèle économique dans lequel on vit. Et un des reproches qui est adressé aux écologistes parfois, y compris à des gens qui écoutent ce podcast et qui disent moi ça me met mal à l'aise dans les discussions, c'est une forme d'absence de sérieux, de dire en fait c'est bien de se préoccuper de la planète, des petits oiseaux, etc. Alors parfois dit de manière un peu caricaturale, mais au fond la transition c'est une affaire de changement de modèle économique et donc il faut des gens qui soient sérieux. On prend maintenant souvent l'exemple des Verts allemands qui avaient un ministre de l'écologie et de l'économie en même temps. On a l'impression qu'en France, les gens qui se préoccupent de climat, d'environnement, quelque part, c'est comme s'ils n'étaient pas à la hauteur d'avoir cette crédibilité de dire, voilà, moi, je suis capable de penser le modèle économique et pas faire des blagues sur la planète à mal, quoi. Je pense qu'il y a un vrai sujet que moi, j'appelle la minorisation des écologistes, c'est-à-dire une sorte de maladie. Et je parle notamment là des écologistes politiques. C'est-à-dire que la varicelle, ça fait 2 symptômes, des boutons et de la fièvre. Et la minorisation chez les écologistes, ça fait 2 symptômes, le sectarisme et l'opportunisme. C'est-à-dire que la minorisation, ça veut dire que tu vas jamais grandir, tu vas jamais réussir à gagner. Il n'y a pas du tout cette logique-là, et notamment pas au niveau national. Et il y a une vraie explication. Cette explication, c'est que l'écologie politique qui veut peser sur les politiques publiques, après les réflexions d'André Gorz et la conceptualisation de cette vision d'un autre rapport au monde et aussi d'une autre économie, elle se fait au même moment que dans les années 70, le progrès, c'est-à-dire le progrès technique, écrase tout. Tu dois faire un TGV, il va aller le plus tout droit. Il traverse une zone humide hyper précieuse, rien à foutre. Ici, là, on est juste à côté de la gare d'Austerlitz. Il y a une des plus grandes halles voyageurs d'Europe, hyper belle.
dans les années 70, on défonce tout pour faire un parking à 3 étages dans cette super halle. Et donc, la vision de l'intérêt général, et notamment la vision de l'intérêt d'État, est considérée comme anti-écolo. Du coup, les écologistes traduisent ça comme une grande méfiance vis-à-vis de l'État. C'est pour ça qu'ils se concentrent sur le niveau local et le niveau européen. Mais penser la nation et tout ce que tu racontes de ce que ça pourrait être aussi une France qui embrasse le 21e siècle, on a plein de défauts dans ce pays que j'aime d'amour, mais on a un truc assez marrant, c'est qu'on se prend quand même vachement au sérieux. On est un petit pays. Après, on est un super pays. C'est l'endroit où il y a le plus de tourisme. On n'a pas tort de dire qu'on a quand même un super chouette pays. En termes de paysage, en termes de richesse patrimoniale, on attire le plus de tourisme dans le monde. Mais du coup, on se la pète. Et donc, peut-être qu'on devrait utiliser ça en disant « Très bien, allons-y, soyons, on a montré les Lumières au monde, on a fait la Révolution et on a eu une constitution, on a fait la République. » Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la République écologique, faire cette transition-là, d'en raconter une histoire nationale? Mais ça, les écologistes politiques n'ont jamais voulu embrasser cette dimension nationale. Ils sont toujours tenus de côté, et comme ils avaient cette sorte de minorisation, ça les rend hyper résistants. C'est une tortue, les écolos. Tu fais 5% aux élections, tu rentres une patte, l'autre patte, la tête, t'attends que ça passe, et puis à la prochaine élection, tu vois un petit bout de salade, tu ressors. Et donc ça fait 40 ans que ça dure. Mais ça ne gagne pas. Et c'est obligé de le reconnaître. Ils ont fait 5% aux dernières élections européennes, comme il y a 40 ans. Et c'est pas possible d'en être là. Donc il faut aussi se dire pourquoi. Et c'est une partie de la résilience et de la résistance qui explique ça. Ce qui fait que une partie des écolos, et notamment de leurs chefs, se sont barrés sur à peu près tout le spectre politique. Il y a même un ancien secrétaire national des Verts qui est carrément avec Valérie Pécresse, en se disant, en fait, nous, on va jamais gagner, donc à un moment, on me propose un gros truc, j'y vais. Et par ailleurs, le sectarisme, c'est les divisions internes et les bastons, où t'es pas du tout groupir, mais t'essayes de trouver celui qui est pas complètement d'accord avec toi, dont il faut faire la peau de toute urgence. Ça vaut pareil dans le mouvement écologiste militant au sens large. T'as les activistes désobéissants qui vont expliquer que les autres qui travaillent en lien avec les entreprises, c'est des vendus. À l'inverse, ceux qui essayent de faire bouger les entreprises, qui vont expliquer que les activistes, c'est des boulets. Donc, ce truc se reproduit. Et ce qui fait que tu n'as pas non plus une envie d'agglomérer des gens différents dans une histoire. Ce qui ne fait pas boule de neige. Il y a pas du tout. C'est vraiment l'écologie de ces dernières années. Ça fait le contraire de quand tu fais un bonhomme de neige, que tu roules ta boule et que hop, tu prends une petite boule, tu commences à la rouler, et boum, tu te retrouves avec 5 boules. Et donc tu te dis, bon, je vais essayer de remettre les 5 boules ensemble, et tu recommences, tu roules un peu, pouf, 10 boules. Et donc ça ne crée pas non plus une confiance, je pense, dans la part de la population qui se disent, allez, là, ils ont l'air effectivement sérieux, déterminés, organisés, on leur confie le job. C'est pour essayer de répondre à ça que j'étais devenue ministre de l'égalité des territoires et du logement, en disant, bon, on ne va pas faire genre un ministre écolo tous les 10 ans. Et aussi parce que, du coup, comme ça donne, il n'y a pas ce truc de la victoire, bah, tu te contentes parfois de peu. Et ça c'est aussi un piège. J'aimerais bien qu'on essaye de déplier ce truc-là un peu de stratégie. Parce que, en fait, je vois bien dans les invités qu'on a du podcast, c'est un peu comme s'il y avait deux grandes lignes stratégiques qui sont un peu opposées, qui se dessinent. Les gens qui disent, bah, en fait, le problème de l'écologie, c'est qu'elle est trop fermée à des gens qui ne pensent pas pareil. Et puis, il y a les gens qui disent, bah non, c'est l'inverse, il faut aller beaucoup plus à gauche et aller chercher des classes populaires. Voilà. Et donc, tout ça n'est pas forcément contradictoire, mais ça me fait penser à un épisode qu'on avait enregistré avec un sociologue qui s'appelle Laurent Cordonnier. Et lui, ce qu'il racontait, c'était que les gens qu'il avait interrogés dans ses études, ben, ils trouvaient justement que l'écologie, ça polarisait trop. Donc lui, il disait, bah voilà, il faut dépolariser, cliver en permanence, ça marche pas. On peut écouter peut-être un extrait dans lequel, en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'il a l'impression qu'il y a une forme de pureté qui est recherchée chez un certain nombre d'écologistes. Et lui, il pense que ça marche pas. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. L'approche révolutionnaire aujourd'hui sur le climat, très radicale, etc., n'a pas de chance de passer. Pourquoi ? Parce que la population ne suivrait pas. Changer du jour au lendemain totalement le modèle économique, renoncer à l'idée de croissance, renoncer à l'idée de consommation. Je ne dis pas que ce n'est pas souhaitable moralement. Mon avis là-dessus n'intéresse personne. Je dis simplement que ça n'a aucune chance de marcher. Et donc, à un moment, il faut être pragmatique. Si on veut qu'il y ait une transition, il faut qu'elle puisse exister. Et proposer une transition idéale, c'est proposer de ne rien faire en réalité. Et donc, la recherche de la solution idéale sur une situation complexe comme l'est celle du dérèglement climatique, c'est un miroir aux alouettes. Et malheureusement, ça ne pourra pas aboutir. Donc, il va falloir faire ce qui pourra sembler être des concessions,
tant que de toute façon, ce que l'on garde à l'esprit, c'est quel objectif on veut atteindre. Moi, j'ai souvent pensé à ça parce que cette idée qu'il n'y a pas de solution parfaite, qu'en fait, il faut accepter que ouais, les voitures électriques, peut-être c'est pas terrible, mais en fait, c'est mieux que des voitures thermiques, que les éoliennes, c'est moche, mais qu'il vaut mieux mettre des éoliennes quand même, que plutôt que des centrales à gaz ou des centrales à charbon. Cette idée-là, je l'aime bien, mais en même temps, je la trouve un peu gênante. Parce que est-ce que quelque part, ça dit pas que, bah, en fait, il y a que des petites victoires et il n'y a pas de moment où les choses se transforment vraiment. Donc, est-ce qu'on peut y arriver en étant comme ça, un peu pas à pas, avec des petites mesures? Le problème, c'est qu'on croit que pas à pas, c'est que des petites mesures. Et je pense qu'on peut pas à pas faire des grandes mesures. En tout cas, ma conviction d'aujourd'hui, c'est ça. Mais pour ça, il faut de la sincérité, de la détermination et aussi de la capacité au compromis. Typiquement, il y a des exemples qui montrent qu'installer des éoliennes, si on le fait avec une participation citoyenne, avec le fait que les gens vont voir que ça fait baisser leur taxe d'habitation, bah, c'est pas du tout la même chose que si on file une concession à un grand groupe qui va même pas calculer les habitants. Et à la fin, c'est des éoliennes. Donc, il y a la substance des éoliennes, la manière dont on le fait. Et moi, j'ai pris une vraie leçon, par exemple, avec la conférence citoyenne sur le climat. Au tout début, je me suis dit, là pour le coup, j'avais raison, encore une embrouille macroniste. C'était une embrouille macroniste. Mais ce qui était très beau dans ce travail, parce que ça, je l'ai vu très vite, c'est qu'il y a eu une sorte de panique des gens qui avaient organisé ça autour d'Emmanuel Macron en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là où vous nous avez sorti des écolos radicaux ?» Alors que pas du tout, ils avaient vraiment sélectionné un panel de gens qui représentaient la population française de manière très diversifiée, mais que ces gens-là, à qui on confie une mission, après les avoir documentés scientifiquement sur la réalité, la prennent à cœur. Et j'ai entendu un matin, je crois qu'il était concessionnaire automobile, un des membres de cette convention défendre la mesure de limitation du poids. Et il a dit, vous ne croyez pas que moi, ça me fait plaisir. Franchement, mon travail, c'est de vendre des voitures. Donc, bon, je sais que... Mais si on ne fait pas ça, on n'y arrivera jamais. Et je me suis dit, là, voilà, il y a un vrai truc aussi sur qui sont les porte-voix de ça. Parce que notamment sur la dimension radicale, moi, je me suis heurtée à ça quand j'étais ministre, sur la rénovation thermique. Il y avait un certain nombre d'écologistes engagés sur ces sujets-là qui disaient, si on ne fait pas des rénovations intégrales, ça ne sert à rien. Et en fait, on ne peut pas faire que des rénovations intégrales, parce que des fois, c'est juste pas possible techniquement. Mais en revanche, c'était très utile de changer la loi sur les copropriétés pour que les règles de vote soient plus basses, pour qu'on puisse décider que les copropriétaires puissent décider de faire la rénovation thermique de leur bâtiment. Avant, il fallait l'unanimité de tous les copropriétaires. Et donc, en fait, c'est pas contradictoire. On peut lancer des grands chantiers en le faisant pas à pas, en expliquant, en le portant, en l'assumant. Oui, mais est-ce que ça, c'est pas un peu, j'allais dire, c'est pas sexy du tout, c'est-à-dire dire: «Ah ouais, on va avoir des super victoires parce qu'on change les règles de vote des copropriétés». Moi, à la fois, je le vois bien, je suis copropriétaire et j'aimerais bien qu'on arrive à voter enfin la rénovation du bâtiment dans lequel je vis. Mais en même temps, c'est pas ça qui va entraîner aussi plein de gens à se dire: «Ah, c'est super, on est dans une république, sociale, écologiste, qui définit une nouvelle période de notre vie à toutes et à tous». C'est-à-dire que, du coup, ça donne un peu l'impression que on avait eu cette discussion ici avec Antoine Pellion, quand il était, au secrétariat général pour la planification écologique. Ils avaient fait un super, travail, ils avaient un très grand tableau Excel avec tous les endroits où on émettait du carbone, les endroits où il fallait en émettre moins et cetera. C'était hyper sérieux, mais aussi, du coup, ça apparaissait comme super difficile à porter politiquement parce que plein de petits détails qui vont changer la vie des gens à terme, mais en attendant, pour ça, bah, il faut que les gens ils y croient un peu quand même. C'est ça, et ça, c'est plusieurs niveaux. D'ailleurs, là où je voulais revenir sur une qui fait écho à l'intervention qu'on vient d'entendre, c'est qu'il y a eu un grand moment de l'écologie, pas vraiment de l'écologie politique, là, sur l'effondrement. En 2006, Yves Cochet a publié un livre expliquant qu'il n'y aurait pas de JO en 2012, parce qu'il n'y aurait plus d'avions. Je l'ai encore dans ma bibliothèque, ce livre, je l'ai revérifié. Moi, je me souviens qu'en 2006, quand j'entendais parler de ça, j'étais hyper choquée. 2 ans après, il a expliqué qu'il fallait faire la grève du 3e ventre, donc pénaliser toutes les femmes qui auraient un 3e enfant. Donc, les écolos ont quand même dit des trucs qui justifient et qui expliquent aussi qu'il puisse y avoir une certaine réticence. Quand il a dit ça, à la tribune à l'époque du Conseil national des Verts, j'étais enceinte de mon 4e enfant de 8 mois. Donc, c'était quand même cocasse, entre guillemets. Mais il y a eu tout un discours aussi assez provocateur, mais qui conduit à l'inaction. C'est un discours qui va trop loin. Qui inhibe, en fait. Tu dis, OK, d'accord, donc en fait, vu tout ce qu'il faut faire, on ne va jamais y arriver. Et donc, foutu pour foutu. Et c'est ça. Et c'est là où il faut faire attention. Et notamment, c'est ça qui fait qu'il y a
un double mouvement chez les jeunes générations. Moi, j'ai vu ça. Alors, les choses se tassent un petit peu, mais moi, j'ai eu le cœur brisé parfois de jeunes femmes qui me disaient « Mais moi, j'ai décidé, pour des raisons écologiques, de jamais avoir d'enfants, etc. » En étant hyper émue et triste. Et je me suis dit « Non, mais attends, moi, c'est pas ça que je veux. Je veux que les femmes, elles aient les enfants qu'elles ont envie d'avoir et qu'elles en aient pas si elles en veulent pas, mais pas qu'elles se sacrifient pour un truc hypothétique, d'autant que toutes les études ont montré qu'en fait, si tu n'as pas d'enfant, en gros, tu vas émettre autrement, puisque c'est ce que tu dépenses. Donc, tout ça est beaucoup plus compliqué. Mais il faut réussir à raconter une histoire entraînante qui peut se traduire en petits trucs de tableau Excel. Ça veut peut-être aussi dire que c'est pas Antoine Peillon qui doit porter ce truc-là. C'est aussi ça qu'on a fait. Encore un des autres difficultés. Et je veux faire un petit disclaimer. Je veux pas charger les écologistes de la responsabilité de tous les maux du monde. Mais en revanche, il y a parfois une absence d'analyse critique des erreurs qui ont pu être commises qui est préjudiciable parce que du coup, on peut les refaire. Donc, je ne pense pas que c'est Antoine Peillon, et c'est indépendamment de ses qualités personnelles, ni des choses très technocratiques qui vont emmener l'histoire. L'histoire, c'est de se dire, ouais, on va être le pays qui va montrer au monde que c'est possible. Ça, c'est excitant. Ça veut dire des choses, mais ça veut dire des choses qui font pas mal. Enfin, manger 2 repas végétariens par semaine à la cantine du Monde ou à la cantine des écoles, ça va en plus faire baisser le prix du repas. Enfin, il y a des tas de trucs qui fonctionnent bien. Manger moins de viande, mais que la viande des éleveurs français avec des animaux élevés dans de bonnes conditions, abattus dans de bonnes conditions, je vais faire hurler des gens qui pensent que c'est pas possible. Ça peut être un horizon positif. Mais ça me fait penser à une discussion qu'on a eue récemment avec Cécile Cazenave, la productrice du podcast, avec les gens d'une association qui s'appelle Parlons Climat, qui travaille sur l'opinion française traversée par ces questions-là. Et il disait quelque chose qui m'est resté dans la tête, et au début, je ne les ai même pas crus. Il disait, mais en fait, la majorité des gens qui, dans les enquêtes, disent que le climat et l'environnement, c'est crucial pour eux, ils votent pas à gauche. C'est-à-dire que sur les 30% de gens qui, en France, se disent, bah voilà, pour moi, c'est des sujets qui sont déterminants, qui sont vraiment au cœur de mes préoccupations, bah en fait, il y en a qu'un tiers qui votent pour la gauche et les écologistes, et les autres, ils votent centristes, à droite, certains même votent RN. Et je trouve que c'est assez étonnant comme histoire, c'est-à-dire de se dire, bah, il y a plein de gens quelque part, qui serait un vivier potentiel de gens qui sont prêts à avancer sur ces questions-là, et pour qui il n'y a pas de traduction politique réelle de cette idée. Mais c'est pour ça que moi, ma conviction aujourd'hui, et c'est ce que j'ai écrit dans le livre que j'ai publié, c'est de dire, là, en fait, il y a une appétence au compromis, et à trouver des pistes avec, j'allais dire, un arc politique plus large. Et pourquoi ? En fait, c'est vrai, les gens, ils ont raison, c'est tellement compliqué. Vous l'avez dit, il y a tellement de choses à faire. Ben, on ne va pas le faire à 10. Ça ne va pas reposer sur une super minorité. Il faut agréger le maximum de personnes. Si on veut réussir la transition écologique, il faut le faire avec les entreprises. Il faut le faire avec les entreprises, il faut le faire avec les salariés, il faut réussir à travailler sur la mutation de certaines activités, il faut le faire avec tout le monde, de dire comment on fait pour avoir un modèle où on utilise moins sa voiture, mais on peut quand même aller travailler. En fait, c'est un chantier, pour le coup, c'est un chantier vraiment beaucoup plus intéressant, politiquement, collectivement, que de gérer le déficit en dessous de 3%, ce qu'on ne fait pas, et en faisant des trucs avec des politiques hyper court-termistes qu'on va payer beaucoup plus cher. Et pourquoi c'est plus large que la gauche ? D'abord parce que, pardon de le dire, mais la gauche, historiquement, a été très productiviste, a été très attachée à la croissance. Même le dernier programme du NFP, c'est un programme classiquement keynésien, hein, c'est pas un programme... Il y a quelques sujets écolos, mais il n'y a pas une transformation du modèle de production. Et en plus, je pense que c'est vraiment plein d'opportunités pour les entreprises, que le modèle de transition, il aboutit à une relocalisation, ce qui est quand même pas une mauvaise chose. Et puis, quand on a traversé la pandémie de Covid, on se dit que pouvoir produire ces médicaments à proximité, c'est quand même pas inintéressant. Donc, il y a une façon d'embarquer tout le monde dans cette histoire qui me semble aujourd'hui absolument nécessaire. En fait, dans le mouvement climat aujourd'hui, ou ce qu'il en reste, pardon, mais parfois on a l'impression de voir un peu l'inverse. Il y avait, il y a quelques semaines, une manifestation pour le climat, et c'était à la fois une manifestation pour le climat, mais aussi pour les libertés publiques, et aussi pour ce qui se passe en Palestine, et aussi pour l'égalité femmes-hommes, tout ça sont des sujets éminemment importants. Mais du coup, quelqu'un qui veut d'abord se mobiliser sur le climat, il se dit aussi, bon, en fait, est-ce que pour être écolo, il faut aussi que je sois féministe intersectionnelle, il faut aussi que je sois mobilisé sur ce qui se passe à Gaza, il faut aussi que je sois défenseur de la cause animale. J'exagère un peu, je force le trait, mais je vois bien, y compris dans les messages que je reçois, des gens qui disent, mais moi, ça m'intéresse, mais je me sens pas à l'aise, je me sens exclu aussi d'un certain nombre de ces mobilisations parce que c'est un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et moi, c'est pas mon truc. Ce qui est sûr, c'est que ça provient d'un truc intéressant, c'est que les militants climat se sont posés d'autres questions en disant, alors moi j'ai vu cette génération qui arrivait en disant, en fait, on va faire de la désobéissance civile,
avec Extinction Rébellion ou avec Dernière Rénovation, et ça va tout faire bouger. Je me rappelle parce que moi, j'essaye de ne pas devenir une vieille conne. C'est vraiment un objectif prioritaire dans ma vie. Et donc, je me laisse interpeller par la manière qu'ont les plus jeunes de faire, en disant, en plus, vu que nous, ce qu'on a fait, ça n'a pas forcément brillamment réussi, on n'est pas en situation de donner des leçons. Et donc, je les ai vus m'expliquer qu'ils allaient faire ça, le truc de la soupe ou tout ça, et que, dernière rénovation, ils avaient été invités ensuite à rencontrer la ministre de l'écologie, et que c'est bon, ils allaient ressortir avec un plan de rénovation thermique massif. Et j'étais pas hyper convaincue, mais eux l'étaient. Et donc, ça n'a pas marché. Puis en plus, en vrai, sur le message, le truc de la soupe, là, c'est pas hyper simple de faire le lien entre de la soupe sur un Van Gogh et la transition écologique. J'étais pas convaincue, mais je considère que... qui suis-je pour juger, comme dirait l'ancien pape François, voyons, peut-être qu'à un moment, ça va faire un déclic. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire, ils ont fait ce chemin de dire, il n'y a pas que ce combat-là, de le mêler à d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la manière dont c'est conceptualisé, c'est un truc qui n'est pas... Moi, je le vois dans notre travail chez Oxfam. Il faut faire hyper gaffe à son vocabulaire, à la manière d'expliquer les choses. On parle à un micro-monde où il faut que tu aies les super codes, mais tu perds des gens en route. Et donc là, ce qu'il faut, c'est essayer de regrouper tous les moutons, le plus de moutons possible. Et c'est pas ne mésestimer certains combats que dire qu'on peut pas tout faire en même temps. C'est l'histoire de l'album du Père Castor, Le gâteau 100 fois bon. Je connais pas. Il est super. Moi, je l'oublie jamais. J'ai 2 albums fétiches, Marlaguette et Le gâteau 100 fois bon. Alors, Le gâteau 100 fois bon. Le gâteau 100 fois bon, c'est tous les animaux qui décident de faire un gâteau ensemble et chacun apporte ce qu'il aime. Donc, il y a des saucisses, du miel, l'ours apporte du miel, etc. Et à la fin, le truc est totalement imbouffable. Donc, il faut faire gaffe au gâteau 100 fois bon, parce que chacun peut trouver que c'est super, et il a raison, en soi, que le miel, c'est très très bon, vu d'un point de vue d'ours, tout est très très bon, mais à la fin, quand tu additionnes tout, c'est pas génial. Et donc, c'est pour ça que je pense que la question, c'est de prioriser. C'est pour ça qu'il y a un gros travail important sur la question des ordres de grandeur, ça c'est vraiment très important, pour répondre à ce qu'on disait tout à l'heure sur les petits pas, etc. Il y a des petits pas qui vont pas faire beaucoup de progrès, il y a des petits pas qui font profondément changer les choses. Et donc, il faut se concentrer sur cela. Mais moi, j'aime bien cette idée-là, mais en même temps, ça m'interroge parce que je me demande si elle n'est pas un peu en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que les écolos doivent être beaucoup plus mobilisés sur la question de la justice sociale. Il y a un livre d'un de mes confrères du Nouvel Obs, Eric Eschiman, qui est sorti récemment, qui s'appelle Les vipères ne tombent pas du ciel. C'est un titre bizarre, mais dans lequel il dit, voilà, en gros, les écolos se sont trompés parce que justement, ils n'ont pas pris en compte la question de la justice sociale. L'écologie apparaît comme ce truc qui vient d'en haut, et donc quelque part, il faudrait considérer que toute mesure de justice sociale est bonne pour le climat et l'environnement. Et donc, il faut commencer par là. Il faut oublier toutes les histoires de petits gestes. Il faut oublier toutes les histoires d'écologie, de tableaux Excel, etc. Il faut commencer dans cette direction-là. Et c'est à la fois assez séduisant de se dire, voilà, c'est aussi une manière de dire, on va améliorer la vie d'un certain nombre de gens, réduire les inégalités, embarquer les classes populaires. Mais est-ce que ça, c'est pas un peu en contradiction avec l'idée de dire, justement, il faut embarquer aussi des gens qui sont plus centristes, des gens de droite, faire cette écologie des petits et moyens pas? Monsieur Joachim, je vais prononcer cette phrase. Il y a des gens de droite qui ne sont pas contre la justice sociale, et beaucoup de centristes non plus. 80% de la population est favorable à la taxe Zuckman. Peut-être qu'ils ne vont pas le formuler comme justice sociale, certains d'entre eux. Peut-être que ce n'est pas leur horizon. Mais ils ne sont pas pour les injustices. Il y a des gens, c'est ça qu'il faut comprendre, il y a des gens, ils trouvent que trop, c'est trop. Ils trouvent qu'effectivement, ils ne sont pas pour l'égalitarisme, pour machin, mais il y a quand même des choses pas normales. Et même, ce qui est intéressant, c'est que le positionnement politique sur l'arc gauche-droite, il est beaucoup lié à l'histoire de sa famille, à sa sociabilisation. Mais quand on regarde en traduction en termes de politique publique, par exemple, l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, c'est vraiment une mesure de gauche. C'est une mesure qui va priver certains propriétaires de ressources. Mais 80% de la population, même après l'offensive de fou des professionnels de l'immobilier, était toujours favorable à ça. Parce que même ceux qui sont propriétaires, ils peuvent se dire c'est bon, je ne suis pas obligé d'augmenter. Il y a plein de gens qui sont relativement modérés. La sobriété, par exemple, dans toute une partie de la droite, le non-étalage des richesses, etc. Ça fait partie de ces valeurs-là. Les points de délimitation des camps sont plus fluctuants. Alors c'est peut-être parce que je suis ménopausée maintenant, que je suis plus équilibrée, mais pas que. C'est-à-dire que moi, j'ai fait voter une loi, je parlais de l'encadrement des loyers, et la loi Allure, dedans, il y a des amendements de députés de droite. En fait, réussir à dialoguer, essayer de prendre des choses qui peuvent être intelligentes ou des remarques ou des critiques qui sont pas absurdes,
c'est aussi une façon de penser les choses. Enfin, on pourrait faire l'argument absolument inverse. On avait eu cette discussion dans ce studio avec l'économiste Thomas Piketty, et lui, il disait, mais en fait, embarquer les classes populaires dans la lutte contre les inégalités avec la justice sociale, c'est une condition de réussite de la transition. C'est-à-dire, si on ne le fait pas, ça va pas marcher. Or, les écologistes, dans la manière dont ils présentent les choses, ils présentent ça comme un truc qui bénéficie d'abord à une partie des classes supérieures, à une partie des diplômés. J'ai un extrait là de cet épisode avec Thomas Piketty qui a fait réagir beaucoup de gens dans les auditeurs et les auditrices de Chaleur Humaine, parce que ça renvoie au travail qu'ils avaient fait avec Julia Cagé dans leur livre Une histoire du conflit politique, où ils avaient compilé toutes les données des résultats aux élections des écologistes, et ils comparaient ça, c'était un peu bizarre, mais je trouvais que c'était intéressant, aux résultats de l'extrême gauche, du NPA, de Lutte ouvrière, en disant voilà, c'est à peu près 5% du champ politique, regardons qui vote quoi. En fait, on se rend compte que c'est assez différent. Ce qui est très frappant, c'est que autant le vote écologique, par exemple le vote Jadot, est un vote hyper urbain et hyper favorisé, c'est-à-dire concrètement, vous avez une courbe, le score obtenu par Jadot, ou d'ailleurs par tous les candidats écologiques depuis René Dumont en 1974, croît régulièrement avec la richesse de la commune, ce qui est tout à fait anormal historiquement pour un vote de gauche. Donc c'est un vote très urbain, mais même en contrôlant pour la taille d'agglomération, c'est un vote qui croît régulièrement avec la richesse de la commune. Le vote LO, LCR, lui, est très rural, c'est un vote de petite commune et qui décroît très fortement avec la richesse de la commune. Alors que pourtant, si on regarde de loin, on pourrait penser que les deux familles politiques ont des discours, disons, de dénonciation du capitalisme extractiviste, pour dire vite, qui ont finalement des points communs. Sauf que la façon de dénoncer le capitalisme extractiviste, pour résumer, se fait de façon très différente dans les deux cas. C'est-à-dire, dans le cas du discours LO, NPA, LCR, on insiste beaucoup sur la lutte des classes, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, la question des riches, des pauvres est au centre du discours. Dans le discours écologique, visiblement, c'est moins le cas. Enfin, en tout cas, tel que le perçoivent les électeurs. Et c'est vrai que quand on regarde, on voit que en fait, cet électorat qui se définit comme écologiste, je me rappelle d'une discussion avec la sociologue Sophie Dubuisson-Cueillet, elle disait, oui, le problème, c'est que cet électorat, il va pas voter contre ses intérêts. Donc, si les écolos se mettent à faire beaucoup de justice sociale, à être avec les syndicats, à défendre une taxation des plus hauts revenus, etc., au bout d'un moment, ils vont dire, ça, c'est pas pour moi. On est dans un moment de reconfiguration de l'espace politique. Parce qu'en fait, l'espace politique, il vit sur, comme la croûte terrestre, sur la tectonique des plaques, et qu'on est en train, petit à petit, de digérer la manière dont la crise écologique impacte nos sociétés. Je pense en particulier aux questions d'adaptation. Aujourd'hui, on a un sujet où, et c'est là aussi que, par exemple, on peut rejoindre une position de droite, qu'est-ce qui va être menacé dans notre pays ? Les monuments, les châteaux. Le château de Chenonceau, si on continue comme ça, entre les alternances sécheresse et inondations, il va peut-être s'écrouler. Donc, même quand on est attaché à une vision conservatrice, c'est-à-dire de garder ce qui existe, quand on aime ces paysages, on est obligé de bouger sur ces sujets-là. Donc cette tectonique des plaques sous-jacentes existe de la même manière que l'épuisement de la social-démocratie, c'est tant qu'on a de la croissance, on va redistribuer les richesses, et que c'est comme ça qu'on va rééquilibrer les inégalités. Quand on est face à des difficultés en termes de croissance, à un modèle qui s'enraye, là aussi la social-démocratie s'est enrayée. Donc la question, c'est comment on réinvente, je pense, un horizon politique qui est héritier du mouvement ouvrier, c'est-à-dire des combats de justice sociale, qui prend les idées de l'écologie politique sur la sobriété, sur un autre modèle économique, et aussi la tradition social-démocrate de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire le fait de ne pas le faire par une élite éclairée, mais de pouvoir dialoguer avec les corps intermédiaires, etc. Et ce qui est vrai dans ce que dit Piketty, c'est que les écologistes politiques, c'est aussi une sociologie de composition. Quand on regarde qui sont les membres, qui en ont été les élus, qui étaient conscients de ça, parce qu'il faut aussi savoir que... Pardon, mais ça veut dire quoi une sociologie de composition ? Les membres de ce parti sont plutôt des gens très diplômés, plutôt des gens issus de classes supérieures, sensibilisés à ces questions, et conscients d'eux-mêmes, parce qu'il faut savoir que c'est sur une liste écolo qu'il y a eu la première députée issue des luttes des immigrés, des députées européennes. Ils ont quand même un peu essayé, ils avaient cette conscience-là, mais ce qui est sûr, c'est que les modalités même de militantisme, de sociologie interne, de sociabilité interne sont
classiste pour utiliser un vocabulaire qui pourrait être utilisé dans les manifs où il n'y a pas beaucoup de monde. Oui, mais est-ce que ça renforce pas encore plus l'idée que du coup, les écologistes, ils font un peu la leçon qui vient d'en haut? Moi, ça me fait penser à un roman que j'aime bien, qui est un roman de Barbara Kingsolver qui s'appelle Dans la lumière, où il y a toute une histoire au fin fond des Appalaches, et c'est l'héroïne du roman, elle se retrouve à un moment donné, elle vient d'un milieu très très populaire, elle comprend qu'il y a des problèmes avec l'écologie, mais les gens qui arrivent, qui sont des militants écolos, qui lui parlent, elle a l'impression qu'ils lui font absolument la morale, ils lui disent, voilà, maintenant, il faut arrêter de prendre l'avion. Elle dit, mais moi, j'ai jamais pris l'avion de ma vie, faut se chauffer moins. Elle dit, ah non, je peux pas baisser plus le chauffage, vraiment, on a déjà très très froid chez moi, faut faire attention, vous placez votre argent. Elle dit, mais moi, j'ai aucun argent à placer. Enfin, il y a parfois aussi un décalage. Et c'est ça que je trouve être un point pas facile, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'envisager une coalition entre des gens qui sont en fait très différents et qui, politiquement aussi, pas forcément les mêmes intérêts? Alors, je vais d'abord raconter un moment particulier. Par exemple, les écologistes, ça défend les transports en commun. Et moi, j'ai été élue régionale, donc la région Île-de-France gère les transports en commun. Et je me souviens d'un exécutif où Jean Poluchon s'énervait parce qu'on voulait plus de budget sur les transports en commun et qui disait c'est bon, ça va. Et je lui ai dit Jean-Paul, je te propose qu'on sorte du bureau là, qu'on descende à Saint-François-Xavier sur la ligne 13, que tu montes sur une chaise puis que tu expliques ça aux gens qui sont entassés le nez contre la vitre de la porte. Parce que moi, je suis une écologiste qui défend les transports en commun et qui prend le RERD. Ça calme. Donc c'est vrai que dans un certain nombre de situations, notamment sur le rapport au vélo par exemple, quand on dit aux gens des zones rurales 3 km pour aller chercher le pain, vous pouvez prendre votre vélo. T'as jamais fait du vélo au bord d'un fossé avec un 30 tonnes qui te passe sur le côté. Personne ne va faire ça. Enfin, il risque sa vie. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc de compréhension du monde. Et la réponse, c'est justement de mettre des gens différents ensemble, d'obliger à la discussion. C'est comme ça qu'on arrive à dépasser. Et donc, mon histoire que je veux raconter, c'est l'occasion. C'est un gros combat. Il y a un gros combat écolo souvent contre la chasse. On sait que les situations se sont tendues, et notamment contre les chasses traditionnelles. Et moi, un bout de moi maintenant, je suis coupée en 3. Je suis un tiers parisienne, un tiers banlieusarde et un tiers landaise. Voilà. Je sais que maintenant, j'ai essayé de me définir. Je suis ça. Et mon tiers landaise a été adopté par les Landais. Et je leur en suis extrêmement reconnaissante. Et donc, évidemment, un de mes amis m'a dit « Est-ce que tu veux venir dans ma cabane à la chasse aux alouettes ?» Moi, la chasse au filet, ouais, on tend des grands filets, puis il y a les oiseaux qui vont dedans et la chasse, voilà. Mais je me suis dit, bon, vas-y, tu peux pas faire... Et donc, je suis allée dans sa cabane. Et là, j'ai découvert que la chasse, qu'on appelle la chasse aux pentes, c'est une chasse qui est hyper sélective, parce qu'en fait, il faut que les oiseaux se posent et il n'y a pas un filet tendu, on récupère les oiseaux qui ne meurent pas, donc si ce n'est pas les bons oiseaux, on peut ne pas les chasser, mais qu'est-ce que c'est l'alternative ? C'est de les chasser au fusil. Gros stress, là, on ne retrouve pas forcément les oiseaux, etc. Du coup, là, il y a une grosse mobilisation pour faire interdire ces chasses traditionnelles. Mais en fait, quand on fait interdire les chasses traditionnelles, on laisse chasser au fusil. Ce qui, sur un plan écologique, est débile. Il vaut bien mieux cette chasse-là, qui n'est pas du tout prédatrice au sens qui ne choisit pas les oiseaux, comme par exemple la chasse à la glu, que les chasser au fusil. Mais il y a eu une enquête publique, et donc, un certain nombre de gens ont répondu. Et j'ai vu plein de réponses en disant il faut s'opposer à cette chasse non sélective, etc. C'est pas vrai. Si on fait le pas d'aller comprendre... C'est un point qui est super dur, c'est-à-dire, ils sont où les espaces dans lesquels des gens qui pensent pas pareil se retrouvent? La Convention citoyenne, moi aussi, je trouve que c'est un super exemple de dire, voilà, on a mis 150 personnes ensemble, ils se sont formés ensemble, et du coup, ils ont trouvé des points de consensus. Mais dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, des endroits dans lesquels se croisent des syndicalistes, des chasseurs, des écologistes, des défenseurs du vivant, des je sais pas quoi, en fait, il y en a pas beaucoup. Et des endroits dans lesquels on s'écoute et on se respecte et on dit t'es pas juste un assassin ou t'es pas juste un ridicule imbécile qui veut m'interdire de faire des barbecues. En fait, est-ce que c'est même, si on essaie de se projeter en disant voilà, est-ce que c'est pas même quelque chose qu'il faut créer, c'est-à-dire dire en fait on veut des espaces dans lesquels les gens puissent se retrouver et avoir ces discussions-là et où c'est obligé de s'écouter. Par exemple, on a fait ça avec le Pacte du pouvoir de vivre et l'Alliance écologique et sociale, où on a mis des organisations environnementales avec des syndicats. Moi, j'ai vécu une époque où les écolos, qui étaient au bord des manifs, se cachaient quand la CGT Énergie défilait. Parce qu'on avait peur qu'ils nous engueulent ou qu'ils nous tapent dessus. Enfin, faut voir, on n'en est plus du tout là. On a participé, franchement, pour moi, une des plus belles mobilisations auxquelles on est participé avec la CGT, à la défense du maintien d'une papeterie à Chapelle d'Arblay, à Rouen, qui était une papeterie qui recyclait le papier qui venait de la région Île-de-France par bateau en plus.
mais c'était une défense de l'emploi, etc., mais qui était aussi une activité industrielle totalement écolo, et la maintenir ici plutôt qu'emmener nos papiers à recycler à l'autre bout de l'Europe, voire du monde. Donc, oui, je pense qu'en fait, c'est ça l'urgence. L'urgence, c'est d'accepter de dialoguer, d'accepter de se faire rabrouer, d'accepter aussi de pouvoir convaincre. Moi, j'aime bien pouvoir convaincre sur certains sujets. Il y a quand même 3 chantiers énormes. Les bâtiments, l'agriculture, l'alimentation et le transport. Et je vais raconter, une autre anecdote. J'étais dans un truc écolo et je mangeais un yaourt. Et il y a une personne qui passe, qui me regarde, qui me dit « Ça va, t'es tranquille de soutenir le viol ?» Je dis « Mais de quoi tu me parles ?» Elle me dit « Tu manges un yaourt, là. Tu crois que la vache, elle était d'accord ?» Et donc, je me suis dit, bah ouais, mais quand tu fais ça, je pense que l'agressivité, la violence, ça marche jamais. Et je pense que la violence produit de la violence partout, y compris d'ailleurs dans les mobilisations militantes. Je n'ai jamais vu de mobilisation, des mobilisations de désobéissance non violente massive sont efficaces. Les moments où ça bascule dans la violence, ça alimente, y compris la violence au sein même des organisations qui utilisent ce type d'action. Donc, je crois qu'il faut trouver ces liens, accepter de se remettre en cause. C'est ce que je raconte sur mon histoire de chasse. Accepter que ce soit compliqué, accepter des fois qu'on ne soit pas d'accord et accepter de se laisser convaincre. Parce qu'on peut aussi se laisser convaincre par d'autres. Alors justement, si on essaye de rentrer dans à quoi ça pourrait ressembler, comment on ferait maintenant, si on a un peu ce cadre-là en tête. Moi, je prends souvent un exemple qui vient de l'histoire du Front populaire. En ayant écouté le podcast de France Inter sur la vie de Léon Blum, j'étais très frappé par le moment où le Front populaire vote les congés payés, parce que c'est en été, et après, c'est au printemps, pardon, et après le printemps, il y a l'été. Et donc, les gens bénéficient tout de suite des congés payés. Des millions de gens, il y a une mesure, ça change leur vie tout de suite. Et souvent, je demande aux responsables politiques que je croise, je leur dis, d'accord, mais ça serait quoi une mesure qui va dans le sens de la transition et qui aurait un impact tout de suite, c'est-à-dire pas en 2050, pas un truc qui est bien pour le climat plus tard, un truc qui serait bien pour nous toutes et tous tout de suite. Est-ce que vous, il y a quelque chose où vous vous dites, bah tiens, ça c'est un truc qui pourrait exister immédiatement et qui serait bénéfique au plus grand nombre et qui irait dans le sens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans le sens de la transition écologique? Il faut reprendre les 3 sujets. Et donc, par exemple, transport, je pense qu'il faut plafonner les prix des billets de train. Alors, et je vais vous dire un truc, je n'accable pas la SNCF. Ils ont été contraints, vraiment contraints, à faire payer les billets de train des lignes TGV très chères pour pouvoir financer le remboursement des péages et le remboursement d'une partie de la dette. Mais aujourd'hui, quand tu veux partir en vacances avec 2 enfants, franchement, c'est très compliqué. Si tu dois prendre le RER, puis le métro pour aller jusque dans ta gare, puis tout ça, là, tu mets tout le monde dans la voiture, la poussette aussi, et tu pars, et c'est moins cher. Donc, ça ne devrait pas être plus cher de voyager en train. Donc, par exemple, de se dire, en fait, on va plafonner les billets de train, même peut-être on pourra en avoir un à l'époque des congés payés. D'ailleurs, on a intégré cette dimension-là. Il y avait les billets congés payés pour pouvoir mettre en œuvre la politique. C'est pas seulement le fait d'avoir des congés. Si tu peux pas aller sur un lieu de vacances, tu vas pas partir en vacances. Ça peut être une première chose, c'est le transport pas cher. Ouais. Le deuxième, c'est de changer effectivement l'alimentation hors domicile, notamment l'alimentation collective. Là, il y a énormément de repas qui sont servis chaque jour dans les cantines, dans les maisons de retraite, dans les centres de loisirs. De se dire là, on améliore la qualité, on fait baisser la part en protéines animales sans les supprimer pour justement équilibrer ça et faire mieux manger tout le monde. On propose des menus où il y a moins de viande ou presque plus de viande. Il peut y avoir des menus végétariens, il y a moins de viande, les portions peuvent être plus petites. Les gens ne vont pas tous percevoir que c'est un truc qui leur est favorable. Franchement, moi, j'ai eu 4 enfants qui ont tous mangé à la cantine, qui ont tous pas mangé de la viande, et tous les gens qui m'écoutent, qui ont des enfants à la cantine, ils le savent. La viande, la plupart du temps, à la cantine, sauf exception, c'est dégueulasse. C'est des espèces de boulettes cuites dans une sauce, ça n'a pas de goût, ils mettent de la farine pour faire... franchement, on va se dire la vérité, c'est pas le truc le meilleur. Et il y a un vrai sujet santé. Là, pour le coup, tous les gens de ce pays connaissent quelqu'un qui a souffert du cancer ou qui en est mort. Il y a une épidémie dont on sait qu'elle est très liée à nos modes de vie. Et c'est pour ça que la loi Duplon, la pétition contre la loi Duplon, elle a été autant signée. C'est que tout le monde commence à bien comprendre ça. Donc se dire, on fait diminuer la pollution dans notre pays, ça va être très bon pour la santé de tout le monde. Et ça a aussi un impact sur le climat. Il y a une politique extrêmement bonne pour le climat, baisser les émissions dans les bâtiments, qui est hyper bonne pour le budget, parce que si tu divises ta facture de chauffage par 2, ça te libère quand même. Oui, enfin ça, on sait que c'est quand même plus compliqué que ça. Les rénovations, c'est bien, mais le temps que les gens y voient l'impact sur leur facture... Ça marche pas et j'ai été au cœur de l'histoire, parce qu'on fait une petite politique publique, puis on arrête. C'est comme le leasing social. J'ai entendu des gens dire les gens, ils aiment pas les voitures électriques, ça les intéresse pas. C'est pas vrai. On a des autorités organisatrices des mobilités, qui par exemple en Île-de-France, tu peux louer un vélo électrique. On devrait pouvoir confier
cette gestion-là aux autorités organisatrices de mobilité. Il n'y a pas besoin que ce soit l'État et des concessionnaires. Ça pourrait être géré autrement. Mais on voit bien qu'en fait, si on accompagne le changement d'usage, il y a plein de gens qui... moi, j'ai adoré un édito. Je vais rendre hommage à un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Vittori, historiquement anti-écolo, éditorialiste aux Échos, qui vraiment nous lattait, en tout cas moi. Et il a fait un édito sur comment je suis passée au vélo, exceptionnel, où il raconte ce que c'est une bonne politique publique. Là, est-ce que c'est pas exactement le cas de l'éditorialiste aux Échos qui vit en centre-ville, pour qui c'est possible de passer au vélo? Pourquoi c'est pas possible en zone rurale? Parce que il n'y a pas de piste cyclable. Et surtout, il y a un truc, par exemple, et ça se voit aussi sur les transports régionaux, parce que maintenant on fait des sortes de petites principautés. Les trucs se font au sein du département ou au sein de la région, mais tous les endroits entre les deux régions ou entre les deux départements, ça n'existe pas. Donc de dire comment vous pourriez faire pour qu'effectivement, pour que les enfants, commune par commune, que les enfants puissent aller à vélo à l'école. On sait que c'est hyper bon pour leur santé, mais surtout pour leur capacité d'apprentissage. Un enfant, notamment à 8 ans, il n'est pas du tout programmé, le corps humain d'un enfant, pour rester assis sur une chaise, sage toute la journée. Il n'est pas programmé pour ça. L'être humain, il est programmé pour marcher beaucoup. C'est comme ça qu'on a survécu dans l'histoire. On n'a aucune compétence biologique. On ne sait pas creuser de terrier, on ne sait pas monter aux arbres, on ne court pas vite, on est vraiment nul. On n'a pas de carapace, mais on savait faire une chose, marcher longtemps et épuiser nos proies. Le corps humain, il est fait pour marcher longtemps. C'est ça notre patrimoine biologique. Mais ça, on voit bien qu'il y a des bénéfices pour la santé, mais on sait bien aussi que en fait, ces bénéfices pour la santé, ils mettaient un peu longtemps à arriver. Il y a un exemple récemment dans l'actualité qui est les zones à faible émission. Alors, cette mesure a été très critiquée en considérant qu'elle était injuste pour un certain nombre de gens qui vivaient en banlieue ou qui vivaient loin de la ville-centre. Si on réfléchissait, si on se disait, en fait, on veut une mesure qui réduit la pollution de l'air, qui réduit le nombre de voitures qui circulent en ville, si c'est pas les ZFE, d'accord, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? D'abord, pourquoi les ZFE et la manière dont ça a été mis en œuvre? Alors avec des nuances, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont mieux fait, c'est que c'est quand même un moment aussi les constructeurs automobiles qui se sont dit, ok, les gens ils remplacent plus leur voiture, comment on va faire pour les forcer à acheter une nouvelle voiture? Sauf qu'en fait, le vrai sujet, c'est pas que toutes les voitures actuelles soient transformées en voitures électriques, c'est d'utiliser globalement la voiture. On a fait un truc par exemple, quand on fait le Navigo unique, avec le prix qui baisse pour les gens très éloignés, qu'est-ce que ça a fait? On avait raconté dans tous les sens que ça allait effondrer le budget de Île-de-France Mobilité. Non, ça fait que plein de gens en plus ont pris le Navigo. Par exemple, là, on va inaugurer bientôt, ou ça a déjà été inauguré, je ne sais plus, un téléphérique urbain. C'est hyper bien. En plus, c'est hyper sympa. Moi, j'ai trop hâte de le prendre, parce que tu as l'impression quasiment d'être en vacances. En plus, tu survoles, tu vois le paysage. Ça coûte 3 fois moins cher qu'un métro, facilement. Et surtout, c'est très facile à installer parce que le poteau, ça je les ai vus, je les tiens entre mes bras, les poteaux quasiment. Donc ça prend pas beaucoup de place. Le progrès qui répare les anciens trucs du progrès. On peut avoir des solutions techniques, innovantes. Il y a eu aussi une espèce de schisme entre certains qui disaient la solution à la crise climatique, elle est technique. En vrai, aucune solution là aujourd'hui techniquement ne fonctionne. Si on en trouvait une pour réussir à faire baisser la concentration en CO2 dans l'atmosphère, je trouverais ça super. Mais pour l'instant, on ne sait pas. En revanche, il y a plein d'autres choses. On a amélioré l'efficacité énergétique des éoliennes et puis on peut trouver des solutions, notamment sur les transports en commun, qui soient plus pertinentes. On peut aussi imaginer qu'on ait des voitures partagées beaucoup plus efficaces. Moi, je me souviens, à Marseille, avait été mis en place un système avec les toutes petites voitures Renault, les Twizy, là, qui pouvaient se garer n'importe où. Tu gagnais des points si tu les ramenais à la borne. Ça n'a pas tenu, etc. Mais ça marchait hyper bien. D'ailleurs, ça marchait presque trop bien. Du coup, ils n'ont pas réussi à le maintenir parce qu'on n'a pas investi. Donc là, la question, c'est où on investit l'argent et où on va le chercher. Et là, on est dans une bonne situation. On voit bien que quand même le cœur de tout ça, toutes ces mesures dont on parle là, c'est des mesures qui demandent des financements qui sont importants. Et donc le cœur du sujet, c'est de dire où est-ce qu'on va chercher l'argent alors qu'on est dans une situation où il y a une dette publique qui est énorme et où en fait on a aussi d'autres fronts sur lesquels il y a des sujets très importants. Il y a la guerre en Ukraine, il y a plein de choses, d'autres types de menaces qui peuvent arriver. Et donc comment on fait à un moment donné pour s'assurer qu'il y ait des financements qui aillent à tout ce dont on vient de parler là? D'abord, pour le coup, c'est exactement pour ce genre de réflexion que chez Oxfam, on a publié un document qui s'appelle le Manifeste fiscal d'Oxfam France. Et on a fait ce travail-là, de dire voilà ce qu'on pourrait récupérer comme argent et voilà où on pourrait investir. Parce qu'en fait, l'avantage qu'on a, c'est que comme on a énormément aggravé les inégalités, tous les records sont battus depuis les années 70, au profit des ultra riches, on a quand même là un petit gang de super milliardaires très riches. Donc plutôt qu'ils achètent
des journaux pour les transformer en manifestes semi-fascistes, je propose que ça participe de l'investissement général. Donc c'est bien parce qu'on pourrait ne plus du tout avoir d'argent. Si, là, pour l'instant, c'est localisé dans entre 40 et 1800 foyers. Donc il y a cette possibilité. C'est pour ça que le débat sur la taxe Zucman a prospéré. D'ailleurs, pour revenir à la discussion qu'on avait avant, bien au-delà des frontières de la droite et de la gauche. Tout le monde est un peu conscient de ça. Et se dire comment on s'organise et comment surtout on fasse les choses dans la durée. Et là, c'est vrai qu'une de mes réflexions, c'est qu'on n'arrive pas à prendre des décisions d'investissement à long terme parce qu'on vote des budgets tous les ans et que tout d'un coup, on décide qu'on va faire de la rénovation thermique, puis l'autre arrête. Et ça, c'est n'importe quoi, il n'y a rien de pire. Il y a un domaine de l'action publique dans lequel on arrive à programmer des choses dans la durée, c'est l'activité militaire. Parce qu'on ne peut pas construire un porte-avions avec le budget d'une année. On est obligé de se dire, là, on s'engage sur tant d'années. Donc, je pense qu'il faut mettre en place une loi de programmation de la transition écologique qui, en plus, donne une visibilité aux entreprises, de leur dire, vous pouvez investir tranquillement, la rénovation thermique, ça va durer comme ça et sous ces cadres durablement. De pouvoir, par exemple, avoir une aide aux petits véhicules et aux petites voitures, parce que quand même là, on est dans un monde de zinzin. Moi, j'étais trop contente que Renault réinvente la 4L. Trop bien. Moi, c'est chacun ses petites faiblesses. C'est un patrimoine. J'allais dire, c'est ma copine, c'est exagéré, mais je peux comprendre les gens qui ont rapport à la voiture. Mes enfants y ont grandi, ils sont nés. Je vois encore le maxi-cosy sur le siège avant de mon fils qui a 28 ans. J'adore cette voiture. Quand ils ont dit, il va y avoir une nouvelle 4L électrique, je me suis dit, génial, trop bien. Résultat des courses, un gros SUV hyper lourd, hyper technologique. Il faudrait faire une petite voiture légère. C'est ça qu'on veut. Beaucoup moins technologique, plus facilement réparable, plus sobre. C'est ça la sobriété. Et pour ça, il faut dire, en fait, il va y avoir un grand plan de leasing social. Ça va être pour ce type de véhicule. C'est comme ça qu'on a fait historiquement. C'est aussi comme ça que les industriels se projettent. Et tout ça, c'est possible. Mais je pense qu'il faut cette loi qui, en plus, enjambe les majorités politiques, tient un peu tout le monde dans une forme d'intérêt général. Et alors, si on regarde, c'est vrai qu'on a l'impression qu'en ce moment, on ne va pas tout à fait dans la bonne direction. Qu'est-ce qui, vous, malgré tout, vous donne quand même de l'espoir que c'est possible? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous vous dites, tiens, ça, c'est le truc qui m'éveille un peu en me disant, c'est quand même possible qu'on aille dans la bonne direction? J'ai deux choses. Il y a une chose qui est liée au fait que les gens parfois me reconnaissent et que donc ils me parlent et qui me disent, la plupart du temps, je ne suis pas écolo, mais franchement, je pense qu'il faut faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là? Ça m'arrive très, très, très souvent. Et donc, il m'explique qu'il faudrait faire ci et ça. Je dis, vous voyez, vous êtes un peu écolo. Mais je vois bien que c'est un stigmate chez certains. Donc, je comprends qu'il faut essayer de dépasser ce truc-là et que donc, l'histoire, ça ne doit pas être écolo ou pas écolo. Ça doit être qu'est-ce qui est bien pour notre pays. Et la deuxième chose, c'est qu'on écrive cette aventure ensemble. Franchement, c'est vrai que des fois, mais même moi, si le scénario qu'on met devant toi, c'est que tu dois... que c'est triste, en fait. C'est un peu... c'est de dire, en fait, tous les trucs que t'aimes, tu vas plus pouvoir les faire. Si c'est ça que proposer, c'est normal que ça marche pas. Et l'inconvénient, c'est que parfois, les écolos pensent que les trucs que certains d'entre eux aiment, tout le monde devrait les aimer. Je me souviens qu'il y avait eu un débat sur la construction d'un centre de vacances à côté de Disney, avec un lagon chauffé par géothermie. Et j'ai entendu une écologiste me dire « Non, mais c'est n'importe quoi. Les gens, ils ont qu'à aller en vacances dans un gîte rural en Creuse, c'est bien. » Je dis « Oui, mais là, en gros, on crée un substitut à prendre l'avion pour aller sur la côte du Maghreb. » Moi, je préfère que les gens ils prennent le RER A et que si leur kiff, c'est de s'allonger sur une serviette et de barboter dans de l'eau tiède, je préfère qu'ils prennent le RER A, qu'ils aillent barboter dans l'eau tiède sur une serviette à Marne-la-Vallée, avec de l'eau chauffée par géothermie. C'est comme ça que moi, je suis écolo. C'est parce que je veux que ça marche. Et je veux que ce soit sympa. Parce que la vie, c'est cool. Et que si le scénario, c'est de dire, en fait, on va tous mourir, c'est la loose, et il faut plus rien manger, plus rien faire, plus bouger. Dès que tu fais un truc, même avoir des enfants, c'est anti-écolo, tu vends pas du rêve. Et donc, ça veut pas dire non plus qu'il faut dire n'importe quoi, mais il faut que ce soit excitant. Et il faut que ça marche. Et il faut aussi que on s'inquiète à la fois du petit mécano du tableau Excel, mais que le truc, c'est de se dire, à la fin, c'est la France qui a quand même été capable de montrer au monde qu'on allait engager la transition écologique. Vous, à un niveau même plus individuel, est-ce qu'il y a une action ou quelque chose que vous avez fait où vous vous êtes dit « Ah tiens, dis donc, ça c'est un truc qui a de l'impact et qui me fait hyper plaisir de faire en même temps ». Oui, mais je ne suis pas la responsable. J'ai un amoureux qui fait excellemment la cuisine et qui cuisine divinement les légumes. Et donc, on mange beaucoup, beaucoup moins de viande, mais je mange beaucoup, beaucoup mieux et c'est hyper bon. Et donc, c'est zéro effort. Franchement, je suis très, très contente. Donc, par exemple, moi, je pense que je résistais un peu à ça.
Moi, j'ai grandi dans une famille qui vient de Lozère, où avant de manger, tu manges 3 tranches de saucisson. Donc, je ne pourrais pas vivre sans charcuterie. J'adore ça. J'adore le confit de porc. Dans les Landes, on m'a fait découvrir des trucs incroyables. Et pour moi, manger, c'est un énorme plaisir. Mais là, j'ai un substitut presque encore plus plaisant. Alors, j'échange sans aucun problème un saucisson dégueu avec un cochon qui est mort pour rien contre un plat de fèves. Mais du porc noir de Bigorre de temps en temps, je peux. Et c'est ça, il faut quand même qu'on ait tous envie de vivre ensemble, que ce soit une aventure excitante et qu'on se dise, on va rendre le train plus accessible, on va faire en sorte que ces trains d'équilibre du territoire, le Bordeaux-Marseille, là, c'est le plus beau paysage. Il y a ça et le Cévenol. Prenez le train entre Clermont-Ferrand et Nîmes, c'est incroyable. Et le Bordeaux-Marseille, il est dingue. Tu longes le canal du Midi, tu traverses la Camargue, c'est trop beau. Mais c'est super chiant. Il n'y a jamais de clim, il fait une chaleur à crever, tu peux pas ouvrir les fenêtres parce que comme on a modernisé, parce que l'État n'a pas donné l'argent pour remplacer ces trains. Et donc ça, c'est pas possible. Tu peux pas dire aux gens, prenez le train, prenez pas votre voiture et devenez des espèces de sardines surchauffées. C'est pas possible. Donc, il faut que ce soit sympa. Quand tu prends en pleine face l'ampleur de la crise écologique, tu te dis non, mais c'est horrible. Et moi, je me rappelle souvent, j'ai un grand-père qui est mort maintenant, qui porte le même prénom que mon fils. Et un jour, il a pris mon fils sur ses genoux, qui porte donc son nom. Il lui a caressé les cheveux et il m'a regardé, il m'a dit, tu vois, je suis content. Je suis content parce que avec l'Europe, ce petit-là, il va pas faire la guerre. Pour ton père et même pour ton frère, j'étais pas sûre, mais ce petit-là, il fera pas la guerre. Et il y avait une époque où quand on avait des enfants, on craignait qu'ils meurent à la guerre. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas pour plein de gens ailleurs dans le monde. Nous, on a réussi à faire ça avec l'Europe. C'était autrement plus compliqué de faire la paix entre des pays qui s'étaient fait la guerre depuis des siècles et des siècles que de faire en sorte que le train coûte moins cher, qu'on mange mieux et qu'on ne se fasse pas intoxiquer par notre environnement, en vrai. Merci Cécile Duflot. Merci Nabil Wakim. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. Merci à Cécile Cazenave, Josefa Lopez, Marc Bettinelli, Amandine Robillard, Lurline Savoie et Elsa Longueville pour la production et la réalisation de cet épisode. La musique, c'est toujours celle d'Amandine Robillard. Pour rejoindre Chaleur Humaine, c'est comme toujours par mail chaleurhumaine@lemonde.fr et aussi sur Instagram le canal Chaleur Humaine qui est accessible à partir du compte Le Monde. Il y a aussi chaque mardi l'infolettre Chaleur Humaine, c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire dans la description du podcast. Merci de votre temps et de votre attention, que le jasmin fleurisse sous vos pas et que les tartes à la courge illuminent vos assiettes, et bravo d'être resté jusque-là. À bientôt.